Cette émission tente de faire la lumière sur les affaires obscures. Chaque fois que cela sera possible, nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, les membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Cette émission n'est pas une production du service des nouvelles. La statue incarnant Samuel de Champlain, fondateur de Québec, est une imposture. Afin de donner à cet explorateur de la Nouvelle-France son vrai visage, on se doit de retrouver sa dépouille. Mort en 1635, son tombeau est déplacé en 1640. Plusieurs hommes, envoûtés par l'énigme de Samuel de Champlain, y vont de leurs hypothèses et creusent le sol de Québec. Mais combien de sépultures faudra-t-il exhumer avant que le mystère ne soit résolu? Alors que son enfant est déclaré mort, Solange Gagnon, elle, a de sérieuses raisons de croire que sa fille est toujours vivante. 25 ans après la perte de son enfant, né en 1961, Solange Gagnon demande au gouvernement l'acte de décès de sa fille, Marie-Danielle. Les documents officiels se contredisent sur la date de sa mort. On aurait même pratiqué une autopsie le lendemain de son inhumation. En fait, sur une feuille datée du 4 novembre 1961, on parle d'une exploration anatomopathologique. Donc, ça implique qu'il y a eu une autopsie et que nécessairement, il fallait y avoir un corps. Qu'est-il arrivé à l'enfant de la fille-mère Solange Gagnon? Est-il réellement mort ou a-t-il été adopté sans son consentement? En 1973, le cœur du célèbre frère André, conservé à l'Oratoire Saint-Joseph, disparaît. Un vol odieux commis sans mobile. Par qui? Et pourquoi, 20 mois plus tard, le cœur du célèbre thaumaturge est-il rendu intact? La nuit du 20 novembre 1989, une lumière éblouissante venue de nulle part éveille la population du petit village de Sainte-Marie-de-Monoir. La Gendarmerie royale du Canada fait enquête. Les déclarations recueillies par l'agent D'Angelo sont étonnantes. Un mystérieux objet volant aurait été aperçu dans le ciel. A-t-on le droit de douter de la parole de ces gens, surtout après avoir découvert une énorme empreinte circulaire, comme si on avait atterri sur le sol de Sainte-Marie-de-Monoir? Le 25 août 1987, une adolescente de 16 ans est retrouvée dans un champ de maïs à Saint-Roch-l'Achigan. En reconstituant la scène du crime, la Sûreté du Québec constate que le meurtrier qu'elle recherche n'est pas un homme ordinaire. Cet assassin souffre sans doute de troubles psychiatriques graves. Comment a-t-il pu entraîner la jeune adolescente Sophie Landry? Les hypothèses sont multiples et la police doit faire vite, car d'autres jeunes filles sont peut-être en danger. Dans le petit village de Bandeville au Québec, le fantôme d'une femme tuée par son fils il y a plus de 100 ans se manifeste de façon étrange aux résidents d'une auberge locale. La médium Brenda Stone délivre alors l'auberge du fantôme, appelée Charlotte. Mais certains habitants du village ne sont pas du même avis. On pense que le fantôme de l'auberge erre toujours. Quelqu'un, quelque part, connaît la vérité. C'est peut-être vous.
Le 17 juillet 1984, Denise Morel, une comédienne du Québec, est sauvagement assassinée. Lorsque les médias annoncent la mort violente de la comédienne, connue aussi sous le nom de Dame Plume, c'est la consternation. Aujourd'hui encore, le meurtre de Denise Morel demeure une des plus grandes énigmes. Certains de ses amis et des membres de sa famille ont accepté avec beaucoup d'émotion de lui rendre hommage et d'apporter des témoignages susceptibles d'aider les enquêteurs à résoudre ce crime. Après 6 ans, l'enquête est des plus actives et le souvenir de Dame Plume toujours aussi présent. Le 18 juillet 1984, la police est appelée au 1689 de la rue Sanguinette à Montréal. Ils espèrent retrouver Denise Morel, disparue depuis déjà 24 heures. Police, il y a quelqu'un? L'appartement est inhabité, tout semble désert. Mais, en se dirigeant vers le hangar, ils font l'horrible découverte du corps affreusement mutilé de Denise Morel. C'est vite, ici, en arrière! Denise Morel a connu à l'âge de 58 ans une fin tragique. Son assassinat est un des crimes les plus violents qui ait été commis. Cette comédienne aimée et très respectée tant de son public que de ses collègues a incarné durant sa carrière plusieurs grands rôles au théâtre et à la télévision. On se rappelle sûrement de Dame Plume, interprétée avec brio dans la série pour enfants La Ribouledingue. Tu m'entends, mon petit paillasson? Je suis ici à la fenêtre. Bonjour, Dame. Cette comédienne d'excellente réputation a su nous charmer et nous faire rire. Peut-on imaginer que quelqu'un ait voulu lui faire autant de mal? Ça a été un choc épouvantable parce que justement, c'était pas une personne à qui on pouvait, on souhaite ça à personne, mais à Denise, jamais on pouvait même imaginer que quelqu'un pouvait lui faire du mal. Et quand on nous a dit que ça avait été un des crimes les plus violents et les plus atroces qu'il y avait eu à la CUM, ça nous a complètement mis à terre. Quelques jours avant sa mort, Denise Morel joue au théâtre d'été de Sainte-Adèle. Tous les dimanches et lundis, jour de relâche, Denise a l'habitude de revenir à Montréal avec son collègue de travail, René Gagnon. Denise m'avait dit le samedi soir, après les 2 spectacles, qu'elle resterait à Sainte-Adèle pour se reposer, parce qu'elle se sentait vraiment très fatiguée. Alors, j'ai appris, moi, le lundi, elle m'a téléphoné pour me dire que, finalement, elle avait décidé le dimanche de revenir à Montréal pour visiter des appartements. Le dimanche 15 juillet, Denise est de retour à Montréal. Sachant qu'elle veut déménager, plusieurs de ses amis lui suggèrent des appartements loués dans leur quartier. Mais Denise préfère quand même poursuivre elle-même ses recherches. Le mardi 17 juillet, Denise trouve enfin un appartement qui l'intéresse, rue Henri-Julien. Ironie du sort, le propriétaire lui en suggère un autre, celui-là, rue Sanguinette. Il l'informe que la porte n'est pas verrouillée, qu'elle peut s'y rendre quand elle le désire et qu'il la rappellera le lendemain pour connaître sa décision. Oui, bonjour monsieur, j'appelle pour un appartement. Oui. Vers 2h30 de l'après-midi, Denise passe à la banque de son quartier, angle Saint-Laurent et avenue des Pins. Elle retire environ 200 $ et se dirige vers le 1689 rue Sanguinette, à 20 minutes de marche de l'endroit où elle se trouve. Denise sait que l'appartement ne sera pas verrouillé, le propriétaire l'ayant informé que les anciens locataires ont quitté avec les clés. Ce que Denise Morel ne sait pas encore, c'est qu'un danger effroyable la guette. Elle n'allait plus ressortir vivante de cet appartement.
les premiers coups ont probablement été portés avec les poings. Il y a plusieurs coups qui ont été portés avec les poings. Par la suite, on aurait utilisé un objet contondant qui se trouvait sur les lieux, soit un tuyau de fer. Mme Morel a été étranglée. Il y a une strangulation manuelle qui est suivie d'une strangulation avec un bout de corde. Et ça, sans compter les blessures qui ont été aussi causées par la suite avec un objet qu'on a chauffé pour faire des marques au niveau des parties génitales, entre autres. Donc, des crimes d'une aussi rare violence, là, on n'en voit pas souvent. Personne ne peut imaginer le drame horrible qui vient de se produire. Comme d'habitude, à chaque mardi, René Gagnon attend Denise pour retourner travailler au théâtre de Sainte-Adèle. Ils doivent se rencontrer à 18h30. Mais Denise n'arrivera jamais. Quand Denise disait quelque chose, elle le faisait. Toujours. Sa réputation était sans tache. Alors là, tout le monde était déjà catastrophé quand je suis arrivé au théâtre et qu'on ne savait pas où il était. Moi, en tout cas, j'étais convaincu que quelque chose de très, très grave s'était produit. 24 heures plus tard, on est toujours sans nouvelles de la comédienne. C'est alors que le colocataire de Denise reçoit un appel du propriétaire de l'appartement de la rue Sanguinette qui veut savoir si elle est intéressée au logement. Le colocataire croit avoir trouvé une piste. Oui, la police? Oui, bonjour. Je téléphone parce que j'aimerais que vous envoyiez une voiture au 1689 Sanguinet, s'il vous plaît. Vers 16 heures, la comédienne est trouvée morte dans le hangar. Les policiers photographient les lieux du crime. Chaque pièce de l'appartement est minutieusement fouillée et toutes les empreintes sont relevées. Les seules pièces à conviction trouvées sur les lieux sont un carton d'allumettes qui aurait probablement servi à allumer le poêle, un bout de corde, une barre de fer et une empreinte de pied tachée de sang. Qui a assassiné la comédienne Denise Morel? Pourquoi autant de sadisme et d'acharnement? On ne connaît pas encore le véritable mobile de ce crime, mais cependant on peut se permettre de retenir 3 hypothèses. Si on regarde les hypothèses individuellement, la première qu'on avait envisagée, c'est celle du voleur, parce qu'à un moment donné, lors de la découverte du cadavre, la bourse était répandue à l'intérieur de la pièce. On a déterminé qu'il manquait possiblement une certaine quantité d'argent, à savoir le montant, c'est pas déterminé exactement. Par contre, on est aussi conscient que Mme Morel s'est rendue à la banque, qui est située à angle de l'avenue des Pins et de la rue Saint-Laurent, et qu'elle a par la suite dû se diriger vers la 1689 Sanguinette, ce qui donne quand même un laps de temps suffisant à un voleur pour commettre son délit. Selon les enquêteurs, le voleur n'aurait pas attendu que Mme Morel se rende jusqu'à l'appartement pour lui voler 200 $. Et surtout, il ne se serait pas livré à autant de violence s'il voulait simplement s'en prendre à son argent. À mesure que l'enquête progresse, voilà qu'une deuxième hypothèse basée sur un témoignage important retient l'attention des enquêteurs. Le 17 juillet 1984, jour du meurtre, le témoin est stationné devant le restaurant du Poulet Doré, rue Sainte-Catherine-Est, à proximité de l'endroit où la comédienne a été assassinée. Soudain, il aperçoit quelqu'un à l'allure étrange. L'individu sort d'une ruelle et semble égaré et même nerveux. Il mesure environ 5 pieds 6 pouces, pèse environ 140 livres. Ses cheveux sont foncés, en broussailles, et son pantalon taché de sang. Il est aperçu entre 16h30 et 17h30, ce qui coïncide avec le moment où le meurtre a été commis. L'individu venait-il tout juste de fuir le lieu du crime? Toute personne voulant
se reposer ou même consommer de la drogue aurait pu s'y trouver. Ayant été dérangé, il aurait pu agresser ou tuer Mme Morel. L'appartement, inoccupé depuis plusieurs semaines, un des accès y avait-il trouvé refuge? Quoi qu'il en soit, Claude David, qui visitait le logement la veille du meurtre, affirme y avoir ressenti une présence étrange. Y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un? Il n'y aura pas grand-chose dans l'appartement, mais j'avais pas le feeling de vouloir continuer. Je veux dire, j'avais cette peur-là qui était là, dans ce logement-là, qu'il y avait peut-être quelqu'un puis qui répondait pas quand j'ai cogné ou quand j'ai sonné, qui n'était pas venu ouvrir la porte, puis j'étais pas bien, j'avais ce feeling-là de peur d'être agressé. Tu sais. Peut-être que Denise Morel, elle n'a pas eu ça, cet instinct-là, de s'apercevoir qu'il y avait peut-être quelqu'un dans le logement, puis que moi je l'ai eu. J'aurais peut-être été moi qui aurait été assassiné là, au lieu d'elle, tu sais, mais moi je n'ai pas continué, je reverrai de bord. Si Denise Morel n'a pas eu peur de visiter l'appartement et de s'aventurer jusque dans le hangar, alors une troisième hypothèse s'impose. La comédienne était peut-être accompagnée et se serait donc sentie en sécurité pour visiter le logement. Oui, je crois pas que Denise se serait aventurée seule dans un lieu qu'elle connaît pas. Comme ce logement-là, supposément, il n'est pas barré. Il y a dû y avoir quelque chose là, parce que c'est pas son genre. Denise ne serait pas entrée dans cet appartement-là toute seule. Alors, pour moi, la connaissant, elle était sûrement avec quelqu'un qui était une connaissance ou un ami, en tout cas quelqu'un à qui elle pouvait faire confiance, ou qui elle pensait pouvoir faire confiance. C'est absolument sûr de ça. J'avoue que je trouve ça très bizarre que Denise, une fille tranquille, secrète, s'en aille près de la rue Emery, en arrière du Théâtre Saint-Denis, puis en arrière surtout de cet endroit qui est la rue Saint-Denis, où, je ne sais pas si ça soigne encore autant aujourd'hui, mais je veux dire, à cette époque-là, c'était quelque chose où tu ne pouvais pas avoir la paix. Denise, elle était bouffonne, c'est le cas de le dire. Mais par contre, les choses personnelles, là, je gardais ça pour elle. Fait que c'est pour ça qu'après tout ce qui s'est passé, là, on se pose toutes sortes de questions, puis on se demande si elle n'avait pas quelqu'un qu'elle aurait pu craindre. Je pense qu'il ne se passe pas un soir sans que je me demande qui a fait ça et pourquoi. Et j'espère qu'on trouvera le coupable. Mais en attendant, ma petite sœur n'est plus là. Puis elle me manque beaucoup. Denise Morel a-t-elle été la proie d'un voleur sadique, d'un itinérant sous influence de drogue ou d'une personne qu'elle connaissait? Dans une de ces trois hypothèses réside peut-être la clé du mystère. Les médias ont beaucoup parlé de l'assassinat de cette comédienne, et puisqu'elle était très connue du public, peut-être quelqu'un se souvient-il de l'avoir vue l'après-midi du 17 juillet 84. Si vous possédez une information, veuillez téléphoner au centre de la police de la communauté urbaine de Montréal au 514-280-2052. Dans les années 70, au lac Saint-François, près de la Beauce, deux plongeurs professionnels tentent de localiser le corps d'un noyé.
Soudain, ils aperçoivent près d'eux une énorme masse noire, longue de 30 pieds. Elle semble inerte. Mais lorsque les plongeurs s'en approchent, la chose se dérobe et file à la vitesse d'une torpille. Les deux plongeurs sont effrayés. Comme ils ne peuvent expliquer cette mystérieuse apparition, ils fuient les lieux de la noyade et refusent de plonger à nouveau. Les gars ont descendu, eux autres, en pensant d'arriver sur des corps morts. Puis c'était pas des corps morts, ça les a décollés sur les pieds. Les gars ont monté puis ont dit scié. Vous voyez tout le gros poisson qu'il y a au fond de ça. Il dit jamais vous baignez rien dans ce lac-là. Les gars n'ont pas plongé. La peur les a pris. Les plongeurs ignoraient que le lac Saint-François abritait un monstre. Toussaint Dostie, lui, il l'a aperçu au moins 10 fois. D'après ses dires, le monstre mesure 30 pieds, pèse 2 tonnes et a une tête de crocodile. Ça sortait de l'eau, il sortait la tête de l'eau, c'était pareil comme une tête de crocodile. Puis le dessus du dos, il était tout cassé. Comme ça. Au Québec, on soupçonne l'existence de monstres dans près de 60 lacs. Et plus le lac est grand, plus le monstre est énorme. Au lac Saint-François, deuxième lac en importance au sud du Saint-Laurent, on parle même d'une bête gigantesque de 30 pieds de long. Mais le plus grand est encore le lac Memphremagog, dans les cantons de l'Est. Et le monstre qui s'y cache mesurerait de 40 à 50 pieds. Difficile à croire, direz-vous. Mais les scientifiques et l'État du Vermont reconnaissent la possibilité de l'existence d'une telle créature. Il ne manque que la preuve incontestable. Au lac Memphremagog, on est peut-être sur le point de la fournir, cette preuve. Le lac Memphremagog, situé à 1 heure de Montréal, est le plus grand lac en Estrie. Il chevauche la frontière canado-américaine. L'histoire de la région est riche et abondante en légendes. Ainsi, les Amérindiens connaissaient l'existence du monstre. Ils en étaient effrayés et refusaient de se baigner dans les eaux du lac. Ils l'avaient nommé Anaconda, qui signifie « gros serpent ». En 1872, un abrégé de géographie à l'usage des écoles chrétiennes fait mention du monstre et le décrit également comme un énorme reptile. La description de des animaux qu'on observe aujourd'hui correspond assez bien aux anciennes descriptions des Amérindiens. Alors, il y a une constance là, qu'il faut considérer. Il ne faut pas traiter ça à la légère. Il faut prendre ça sérieusement. C'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on doit simplement mettre l'histoire de côté. On ne peut ignorer toutes les apparitions du monstre au lac Memphremagog, car elles sont trop nombreuses. Le soir du 16 juin 1989 à 19h30, José Labrec et une camarade de classe se délassent près du lac. Derrière les jeunes filles, tout à coup, une grande vague se lève. C'était le monstre du lac qui émergeait. Là, tout à coup, je vois une tête de cheval sortir, puis un corps de serpent. Puis je regardais. Puis là, je regardais mon amie, je dis, c'est le monstre du lac, là. Elle était là, elle me disait la même affaire, on se croyait pas. Puis après ça, ça a duré peut-être 2-3 minutes, puis il est rentré tout de suite. Le témoignage de José Labrec est un de ceux qu'a recueilli Jacques Boisvert. Et pour ce faire, il a fondé la Société de Dracontologie internationale. Son objectif est de documenter les apparitions et éventuellement prouver l'existence du monstre qu'il a baptisé Memphré. 133 apparitions ont été à ce jour consignées officiellement. Et la plupart impliquaient plus d'un témoin. Depuis 4 ans, au moins 250 personnes de toutes classes sociales avouent avoir aperçu Memphré. Il y a 3 sortes de personnes. Il y a ce qu'on appelle, il y a les sceptiques. Ceux qu'à un moment donné, même si Memphré le mordrait les pieds, ils ne croiraient pas que c'est Memphré qui le mordre les pieds. Il y a ceux qui le voient partout, et qui le voient, ah bon, ben là je l'ai vu là, puis là je l'ai vu là, puis là je l'ai vu là. Il y a ceux qui ont l'esprit ouvert. Dans quelle catégorie se situe la personne qui a pris cette photographie? Selon Barbara Malloy, il est clair que le monstre y apparaît. Il était passé 8 heures du soir et je sentais que le temps me manquerait. J'attendais que la tête et le cou sortent de l'eau, mais j'ai quand même pris la photo. J'étais très excitée parce qu'on voit Memphré.
Du moins, on voit son dos noir émergeant de l'eau. Barbara Malloy a aperçu Memphrey 6 fois avant de prendre cette photo en 1989. Selon elle, on voit nettement le sillage du monstre. La masse noire serait le dos de la bête qui, selon Barbara Malloy, mesure 40 pieds de long. La photo prise par Barbara Malloy ne constitue pas une preuve incontestable. Cependant, le 17 juin 1987, une preuve supplémentaire s'ajoute au dossier Memphrey. Gérard Charland, guide de pêche depuis 40 ans au lac Memphremagog, livre son témoignage. Il vient d'apercevoir le monstre. Il a en main la trace graphique que Memphrey a laissée sur son sonar. Sais-tu, je te montre ça, là, mais après ce que... Je croyais pas moi-même. J'ai jamais cru moi-même. Pas d'avoir vu, je dirais que c'est une chose que du monde monte. Ils montent quelque chose pour attirer du monde ou bien pour faire de l'argent avec, faire un genre de commerce, t'sais. Une attraction plutôt. T'sais. Mais après que je l'ai vu, j'ai tout changé mon idée. C'est là que j'ai décidé de vouloir en parler. Quelques heures auparavant, Charland se trouvait sur le lac en compagnie d'un client. Les deux hommes pêchent à la traîne à l'aide d'un sonar qui leur indique où se trouve le poisson. Charland voit soudain sur son sonar une masse énorme qui remonte rapidement vers la surface. Il n'a jamais rien vu de semblable et il craint le pire. Sur le graphique que j'avais, autrement dit un sonar graphique, j'ai vu une masse qui n'était pas habituelle. Je savais que c'était quelque chose, mais je ne savais pas que c'était. Et puis, j'ai dit à M. Hamel, j'ai dit, tiens le bateau, je pense qu'on va revirer à l'envers. Heureusement, les pêcheurs réussissent à dépasser la masse observée sur le sonar avant qu'elle ne surgisse. C'est bien le monstre. Les deux hommes s'en approchent et l'observent quelques minutes à moins de 25 pieds. Ça a une tête environ comme un cheval de maille, là. Dans les anciens comics, on voyait un homme s'assisait dessus, là, tu sais, puis avec des guides, là. Ça a une tête à ça. Et puis, ça a deux pattes en avant, courtes, pas longues. Et puis, je sais pas s'il y a des pattes en arrière, ça, j'ai pas vu ça. Quand il a plongé, j'ai essayé de remarquer si ça avait des pattes en arrière, j'ai pas vu. J'ai seulement vu que la queue qui variait entre 22 et 30 pieds de long. C'est une bébête qui est assez imposante pour la nature. On pourrait croire à une histoire de pêche inventée, mais alors, comment expliquer le relevé du sonar de Charland? Les faits sont au blanc. Le fond à cet endroit se trouve à 210 pieds. Un poisson d'un poids respectable de 18 livres est gros comme ce point, à gauche. Dans ce cas, combien pèse cette masse qui remonte vers la surface à droite? Et de quelle longueur est-elle? Évidemment, il y a toujours une certaine part d'imagination qui peut arriver. Il y a des gens aussi qui peuvent s'amuser avec la chose, mais je pense qu'il faut le regarder sérieusement. Parce que, définitivement, on ne peut pas, d'une façon générale, là-bas, dire éliminer l'existence possible d'autres animaux, soit aquatiques, soit terrestres. Au lac Memphremagog, 250 personnes prétendent avoir aperçu le monstre. Ont-elles toutes été victimes de leur imagination? Même si à travers le monde, ces bêtes gigantesques se manifestent dans une région géographique bien déterminée, c'est peut-être ici même au Québec qu'il sera prouvé, et ce sans l'ombre d'un doute, que certains animaux préhistoriques ont réussi à survivre et à se reproduire grâce aux secrets que la nature nous cache encore. Les zoologistes ont découvert un nombre étonnant de lacs à travers le monde où se cacheraient de tels animaux. Que ce soit le Loch Ness en Angleterre, ou en Suède, en Union soviétique ou au Japon, comme Memphremagog au Québec, tous ces lacs se trouvent sous la même latitude. En tant que biologiste, moi je crois qu'il ne faut pas avoir la prétention qu'on connaît tous les organismes vivants sur la Terre. On dit que ces monstres craindraient le contact avec l'homme, c'est pourquoi peu d'images ont pu être prises. Celles qui l'ont été, bien que saisissantes, sont toutes contestées. On est porté à croire que le monstre du Loch Ness est le plus vieux d'entre eux. Pourtant, le monstre du lac Memphremagog au Québec a été le premier à être cité par écrit. Ralph Murray, le fils du fondateur de Magog, fait mention de 4 apparitions dès 1816 dans son journal personnel conservé à Stansted.
Pour moi, c'est le plus vieux, c'est la plus vieille apparition au monde consignée dans un écrit d'un monstre marin ou serpent de mer au monde. Memphrey, premier monstre à se manifester. Sera-t-il le premier à être immortalisé sur une pellicule cinématographique? Jacques Boisvert le souhaite. Bien qu'il n'ait jamais vu le monstre du lac Memphremagog, il espère fournir cette preuve tant attendue grâce à son équipement vidéo submersible. Mais ceux qui ont foi au monstre comme en Dieu n'ont pas besoin de preuves supplémentaires. La Sainte Bible est en soi le premier document certifiant l'existence de telles créatures. Il est possible que quelqu'un parmi vous ait été témoin d'une apparition de Memphrey ou de tout autre monstre des lacs du Québec. Si vous avez hésité jusqu'à ce jour à en parler, vous pouvez maintenant le faire en écrivant à la Société internationale de dracontologie, 446 rue principale ouest à Magog, Québec, J1X2A9. Toute information sera traitée sérieusement et confidentiellement.